Hey. Hey. Donc maintenant, passons à la question pourquoi j'avais quitté YouTube. Et comme je disais, je n'avais jamais vraiment quitté YouTube. J'avais seulement arrêté d'aider et de poster certaines vidéos. Mais je n'avais pas vraiment, c'est pas comme si j'avais vraiment arrêté de mettre des histoires. Ou bien je continuais toujours à aller en vacances, je continuais toujours à shoot some content. Je dois regarder ce qui se passe à côté de moi parce qu'ici, je suis vraiment dans la jungle. Donc, Soginia, Mamora, Bimia, donc il faut être prêt à bouger. Oiroya, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai mon chien avec moi, donc il va aussi essayer de me protéger. Ce que je disais était que je n'avais pas vraiment quitté YouTube. J'étais en train de continuer à créer des contents, mais je ne faisais pas seulement des posts. Et la raison pourquoi je ne le faisais pas, c'est parce que au début de l'année, il y avait certains goals que je me suis set for myself. Donc, à set certain goals. Et l'un des goals que j'avais set, c'était de pouvoir quitter le secteur privé et entrer dans le public sector. Donc, dans le secteur privé, si vous êtes dans le domaine de technologie, il y avait beaucoup de layoffs, des histoires comme ça. Donc, c'est pas vraiment un secteur qui était très intéressant. C'est pas vraiment un secteur qui était très intéressant. Et jusqu'à présent, vous allez remarquer que beaucoup de grandes compagnies dans le secteur de tech continuent toujours à lay-off. Donc c'est un peu, il y a une année, je crois, une année et demie, quelque chose comme ça, je cherchais déjà à faire cette transition-là vers le secteur public. Donc ça veut dire un peu les boulots du gouvernement et tout ça. Et c'est une transition qui n'est pas facile à faire. Souvent, quand vous appliquez pour avoir un boulot dans le domaine du gouvernement, ils veulent que vous ayez de l'expérience dans le gouvernement. Donc, il faut vraiment être très stratégique comment vous allez faire ce switch-là from corporate America to government. Mais c'était ça le but c'était l'une de mes New Year's resolutions. Et pour faire ça, je devais mettre une stratégie en place. Et dans ma stratégie, les choses n'ont pas vraiment marché comme je voulais que ça marche. Ça veut dire que j'avais quand même réussi à trouver un boulot dans le secteur privé, au gouvernement. Mais le boulot là me payait moins d'argent. Ça me payait beaucoup, beaucoup moins. Et c'est là que c'est intéressant quand vous êtes un entrepreneur parce que ça va vous aider dans des situations comme ça. Comme je vous disais, je vous parlais de real estate. Quand vous êtes dans une situation où vous trouvez un boulot, mais vous avez cette opportunité-là de trouver un boulot, mais ça va vous payer moins d'argent. Ce qui peut vous aider dans ce cas-là, c'est diminuer vos dépenses. Et likely for me, je n'avais pas beaucoup de dépenses parce que je ne paye pas le loyer. Et le loyer, c'est quelque chose déjà qui prend beaucoup d'argent aussi aux États-Unis. Donc une grande partie de votre salaire part avec le loyer. Et comme je n'avais pas de loyer à payer, ça veut dire que j'avais quand même cette opportunité de pouvoir absorber ce choc-là, d'être moins payé pendant un moment et puis voir comment je peux trouver une stratégie pour remonter. C'est ça que moi je ne partage pas le même avis que d'autres entrepreneurs qui disent que pour être un bon entrepreneur, vous devez être 100% dans l'entrepreneuriat. Vous ne devez pas vous lancer dans quelque chose d'autre. Vous devez être matin, midi, soir, vous devez respirer entrepreneuriat. Et donc vous devez travailler seulement pour vous-même. Et moi, ce que je dis est que la plupart des entrepreneurs, ils ont toujours le même challenge. Et l'un des plus grands challenges dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir financer vos opérations. Et quand vous parlez de financer vos opérations, ici on est en train de parler de income stream. En fait, vous n'êtes pas en train de parler d'avoir un boulot ou de ne pas avoir un boulot. En réalité, la conversation, c'est sur le income stream.
votre revenu, d'où ça vient? Ça vient d'un boulot? Ça vient de Corporate America? Ou bien ça vient d'une entreprise, un business que vous avez construit vous-même? Et pour moi, quand je regarde ma vie et je regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie, il n'y a pas quelque chose qui va me payer mieux qu'un 9 to 5. Travailler pour une entreprise, c'est ça qui va me donner le plus grand niveau de income stream. Parce que c'est un domaine dans lequel j'avais déjà investi. J'ai eu un bachelor dedans, j'ai eu un MBA dedans. Donc ça n'a pas de sens pour moi de partir chez une banque et dire « donne-moi de l'argent, comme ça je vais faire mon entrepreneuriat ». Je peux aller demander un prêt à la banque, mais en termes de income source, l'argent que je peux utiliser pour mettre dans mes affaires, il n'y a rien qui peut me payer plus qu'un 9 to 5. Donc quand je travaille dans un 9 to 5, ce n'est pas seulement un boulot pour que je puisse survivre, mais c'est aussi ça qui est en train de financer ma vie en tant qu'entrepreneur. Donc c'est un peu comme ça mon modèle. Il y a d'autres qui ont des modèles différents. Il y a d'autres qui préfèrent seulement travailler en tant que businessman et ils décident de ne pas travailler pour quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai un différent modèle. Mon modèle est un peu inspiré de mon père. Mon père, si vous avez regardé quelques épisodes, je crois parmi les premiers épisodes, il est décédé jeune. Il avait 30 ans quand il est décédé. Mais il a grandi en République démocratique du Congo. Il a terminé ses études en République démocratique du Congo. Il est allé en Europe. Il a étudié en Europe pendant quelques temps. Quand il a terminé ses études en Europe, il est rentré au pays. Je crois qu'il avait une bourse du gouvernement. Et il a étudié en Europe, il était ingénieur industriel. Et quand il est rentré, il a commencé à travailler à la SNEL. Et il a travaillé à la SNEL en tant que directeur. Et ça, c'est quelqu'un qui travaillait en tant que directeur à la SNEL en République démocratique du Congo à l'âge de quelque chose comme 25, 24, 26 ans. Donc imaginez-vous un peu que vous avez 24 ans, 25 ans, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous étudiez et que vous rentrez au pays et qu'on vous mette maintenant directeur à la SNEL. Imaginez-vous un peu comment son lifestyle était. Et dans ce lifestyle-là, il a utilisé son salaire, il a utilisé ses connexions pour se taper des maisons, pour commencer des entreprises et toutes ces histoires. Et les fruits de ce qu'il a fait, ce sont des histoires qui nous ont bénéficié, nous, notre famille, 30 ans, 40 ans, bon, 30 ans après qu'il soit parti. Donc c'est quelque chose de vraiment powerful. Ici aux États-Unis, c'est comme ça qu'on vous dit que vous allez créer le generational wealth. Il s'est tapé quelques maisons, une ou deux. Il s'est tapé quelques entreprises, des grandes warehouses. Il avait une compagnie d'électricité, une compagnie qui faisait les vitres fumées. Et ça, c'était dans les années 80. Donc, il était déjà avancé par rapport à son temps. Donc, comme on dit en anglais, he was ahead of his time. C'est un peu ça le modèle que moi j'utilise et que c'est que j'ai trouvé que beaucoup d'Américains utilisent pour créer le generational wealth. Donc vous investissez dans les properties, vous investissez dans les real estates. Et malgré ça, il travaillait toujours à la SNEL. Donc il était patron dans sa compagnie, il était patron dans ses compagnies, il avait ses maisons, mais il travaillait aussi en tant que directeur à la SNEL. Donc c'est un modèle que moi j'aime très bien et c'est le modèle que j'ai gardé aussi aux États-Unis. Comme je disais, mon père, c'est lui qui est mon exemple, c'est lui qui est ma hero. Donc c'est un peu son modèle que j'ai suivi. Et c'est un peu ça que je fais aux États-Unis aussi. Donc je travaille comme tout le monde, je fais mon 9 to 5 et en même temps aussi de l'autre côté, j'investis dans le real estate. Et le real estate, c'est un domaine qui vous permet de faire les deux facilement. Il y a d'autres business peut-être qui ne vous permettent pas vraiment de faire les deux en même temps. Mais si vous voulez vous lancer dans le real estate, si vous voulez être un bailleur ou bien un landlord, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec un autre boulot où vous travaillez full-time. Au lieu de compter seulement sur des prêts de la banque, sur les prêts des gens de votre famille, sur les prêts des amis pour financer vos opérations. Pourquoi pas ne utiliser votre argent de salaire de votre boulot pour faire la même chose. Et comme je disais, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de family member qui va me donner plus d'argent pour mettre dans le real estate
que mon 9 to 5. Donc pour moi, c'est une bonne stratégie. Je n'ai aucun problème si vous êtes un entrepreneur, que vous ayez un autre boulot, travailler pour une compagnie privée. Tant que vous utilisez cet argent-là et que vous mettez ça dans vous êtes en train d'investir cet argent dans votre business et tout, je n'ai pas du tout de problème avec. Et c'est pour ça que vous allez voir que je ne faisais plus des vidéos et je ne postais plus sur YouTube parce que je devais me concentrer sur ma stratégie. What?